14 enfants ont disparu de l'orphelinat du Sacré-Cœur en Pennsylvanie entre 1862 et 1865. Ils n'ont pas été adoptés ni transférés. Ils ont tout simplement disparu de tous les registres comme s'ils n'avaient jamais existé. Des familles protestantes locales ont soudainement été vues avec des enfants catholiques irlandais travaillant dans leurs fermes. Des enfants portant les cicatrices distinctives de la vie en institution et parlant avec de forts accents. Lorsqu'on les interrogeait, les récits de ces familles ne concordaient jamais. Des lettres récemment découvertes entre la mère supérieure et l'évêque de Philadelphie révèlent une vérité terrifiante. Ces enfants n'étaient pas portés disparus. Ils ont été vendus. Avant de poursuivre l'histoire de l'orphelinat du Sacré-Cœur, sachez que cette chaîne ne s'adresse pas à tout le monde, seulement à ceux qui sont assez courageux pour affronter les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous êtes prêt à découvrir des secrets que des institutions puissantes tentent d'enterrer à jamais, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et dites-moi dans les commentaires de quel état vous écoutez. Êtes-vous assez courageux pour entendre ce qui est réellement arrivé à ces 14 âmes innocentes? Découvrons-le ensemble. La vérité derrière les enfants disparus du Sacré-Cœur ne commence pas avec leur disparition, mais avec les circonstances désespérées qui les ont conduits dans les collines ondoyantes de Pennsylvanie. Le comté de Lancaster en 1862 était un patchwork de prospérité et de préjugés. Les terres fertiles produisaient un abondant blé et du maïs qui nourrissait les soldats de l'Union engagés dans la guerre de sécession, enrichissant au-delà de toute espérance les fermiers protestants allemands et anglais. Mais la prospérité apportait aussi des problèmes. Avec tant de jeunes hommes partis à la guerre, les fermes manquaient cruellement de main-d'œuvre pendant les saisons cruciales de plantation et de récolte. La pénurie devenait critique au moment même où les contrats gouvernementaux promettaient des profits sans précédent à ceux capables de répondre à la demande. C'est dans ce contexte mêlant opportunité et désespoir qu'apparut l'orphelinat du Sacré-Cœur, fondé en 1859 par les Sœurs de la Miséricorde venues de Philadelphie. Le bâtiment de briques à 3 étages se dressait sur 40 acres de terres offertes en donation, juste à l'extérieur de la petite ville de Strasbourg. Son architecture néogothique se dressait comme une forteresse catholique, au milieu des simples maisons de réunion protestantes et des églises luthériennes disséminées dans la campagne. Ses arches pointues et son clocher surmonté d'une croix étaient impossibles à ignorer, ce qui inquiétait précisément de nombreux habitants. La mère supérieure, Catherine O'Malley, une femme au regard perçant âgée de 45 ans, était arrivée du comté de Cork 20 ans plus tôt, avec pour seule richesse une détermination farouche et une foi inébranlable. Elle parlait avec l'accent chantant de son Irlande natale, mais son sens des affaires était résolument américain. Sous sa direction, le Sacré-Cœur était passé de 12 enfants à près de 60 en 1862. L'orphelinat accueillait des enfants catholiques irlandais, issus des taudis surpeuplés de Philadelphie, ainsi que les enfants d'immigrants irlandais morts lors de la construction du chemin de fer de Pennsylvanie à travers les dangereux cols montagneux de l'Ouest. Les enfants, âgés de 5 à 16 ans, portaient sur leur visage la pâleur caractéristique de la vie institutionnelle et le regard creux de ceux qui avaient appris très tôt que le monde n'offrait aucune garantie. Ils portèrent des uniformes gris en laine identiques, robes simples pour les filles, pantalons et chemises unis pour les garçons, et assistaient chaque jour à la messe dans la petite chapelle de l'orphelinat. Les plus âgés aidaient à la cuisine, au nettoyage et à l'entretien des vastes potagers qui contribuaient à nourrir l'institution. Sœur Agnès Flanagan, trésorière de l'orphelinat et confidente la plus proche de la mère Malley, tenait des registres méticuleux de chaque centime entrant et sortant des caisses du Sacré-Cœur. Ces livres comptables, rédigés d'une écriture irlandaise précise, témoignaient de la lutte constante pour maintenir l'institution à flot. Le diocèse catholique de Philadelphie fournissait une aide financière limitée, mais les riches donateurs catholiques étaient rares en Pennsylvanie, et la guerre avait rendu les dons charitables encore plus difficiles. En 1862, le Sacré-Cœur fonctionnait avec un déficit important, un fait qui empêchait la mère Malley de dormir pendant les longues nuits d'hiver. La communauté protestante locale voyait l'orphelinat avec une méfiance proche de l'hostilité. Le mouvement nativiste Know Nothing avait attisé les sentiments anticatholiques dans toute la Pennsylvanie dans les années 1850, et la guerre civile n'avait guère apaisé ces tensions. Des pasteurs protestants prêchaient régulièrement contre les dangers de l'influence papiste,
et les journaux locaux publiaient des lettres se plaignant des enfants étrangers de l'orphelinat et de leur allégeance à Rome. Certains fermiers refusaient tout commerce avec le Sacré-Cœur. D'autres facturèrent le grain et les fournitures à des prix excessifs. C'est dans ce climat de tensions religieuses et de pression économique que le père Michael Brennan arriva au printemps 1862. Le diocèse l'avait envoyé pour servir comme aumônier du Sacré-Cœur et aider la mère Mali à gérer une situation financière de plus en plus précaire. Le père Brennan était un prêtre d'un genre différent, ambitieux, charmant, doté de l'œil avisé d'un marchand. Né à Philadelphie, il comprenait l'équilibre délicat entre principes catholiques et pragmatisme américain. À 38 ans, il présentait une silhouette impressionnante dans sa soutane noire, les cheveux toujours parfaitement coiffés, les chaussures brillantes comme celles d'un officier. Il parlait sans accent, ayant été formé au séminaire Saint-Charles de Philadelphie, et possédait le rare talent de mettre à l'aise catholiques comme protestants. Les ministres protestants le trouvaient étonnamment raisonnable, et les riches fermiers allemands découvraient qu'il comprenait leurs préoccupations liées à la pénurie de main-d'œuvre et aux exigences de la production en temps de guerre. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que la compréhension du père Brennan allait bien au-delà de la simple sympathie. Il voyait des opportunités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Et il commença à élaborer une solution qui bénéficierait à tous, sauf peut-être aux enfants du Sacré-Cœur. Le premier signe de changement apparut fin mai 1862, lorsque la mère Mali annonça au personnel que plusieurs des enfants plus âgés seraient placés chez des familles locales pour aider aux travaux de printemps. Ce n'était pas inhabituel en soi. Les orphelinats plaçaient depuis longtemps des enfants comme ouvriers agricoles ou domestiques. Mais sœur Agnès remarqua que les arrangements étaient faits personnellement par le père Brennan, sans passer par les procédures habituelles du diocèse. Lorsqu'elle demanda à voir les documents, le père Brennan l'assura qu'il s'occupait lui-même de toute la paperasse afin de ne pas surcharger les administrateurs diocésains déjà débordés. Le matin du 15 juin 1862 se leva sous un ciel gris et lourd, des nuages d'orage s'amoncelant au-dessus de la vallée de la Susquehanna. Timothy Walsh, un garçon roux de 14 ans présent au Sacré-Cœur depuis 3 ans, aidait sœur Margaret dans le potager lorsque le père Brennan s'approcha accompagné d'un protestant bien vêtu qu'il présenta comme Monsieur Ezra Hoffman, un prospère cultivateur de blé du township de Lancaster. Timothy attendait ce moment depuis des semaines. Le père Brennan lui avait parlé en privé de la possibilité de travailler pour une bonne famille protestante qui le traiterait équitablement et paierait un salaire destiné à soutenir l'orphelinat. Le garçon était impatient de contribuer. Il avait remarqué les expressions inquiètes de la mère Mali pendant les repas et entendu des conversations à voix basse au sujet de factures impayées et de provisions qui s'amenuisaient. Si travailler pour un fermier protestant pouvait sauver le Sacré-Cœur, Timothy était prêt à faire ce sacrifice. Monsieur Hoffman examina Timothy avec l'œil exercé d'un homme habitué à évaluer le bétail. Il inspecta ses mains à la recherche de callosité, lui demanda de soulever un sac de grains pour tester sa force et l'interrogea sur son expérience avec les chevaux et les outils agricoles. Satisfait, Hoffman hocha la tête vers le père Brennan et compta 45 pièces d'or, une somme énorme à l'époque, représentant plus de 3 mois de salaire pour la plupart des travailleurs. Le garçon travaillera jusqu'à la fin de la récolte, déclara Hoffman avec son accent épais de Pennsylvanie allemande. Il dormira dans le grenier de l'étable avec mes autres ouvriers et je le renverrai en novembre quand le travail sera terminé. Le père Brennan bénit Timothy et lui assura qu'il rendait un grand service à sa foi et à son pays. Le fermier protestant avait besoin de bras pour produire le grain destiné aux soldats de l'Union, et le travail de Timothy aiderait à nourrir les hommes courageux qui se battaient pour préserver l'Union. Sœur Agnès observa depuis la fenêtre de la cuisine Timothy monter dans la charrette de Hoffman, ses maigres possessions nouées dans un sac de toile. Quelque chose dans cette transaction la troubla, sans qu'elle puisse vraiment dire quoi. Peut-être la rapidité avec laquelle tout avait été organisé, ou le fait que Hoffman ait payé en or plutôt qu'en papier-monnaie, comme c'était courant en temps de guerre. Mais le père Brennan semblait confiant, et la mère Mali avait donné son accord. Alors sœur Agnès repoussa ses inquiétudes et retourna à ses registres. 3 jours plus tard, Margaret Connelly, âgée de 16 ans, disparut dans des circonstances similaires. Elle fut emmenée par madame Sarah Zimmermann, épouse d'un prospère fermier allemand, officiellement pour travailler comme domestique et aider à s'occuper des jumeaux nouveau-nés des Zimmermann. Margaret était une jeune fille brillante,
dotée d'un talent pour les langues. Elle avait appris à parler le pennsylvanien allemand auprès d'immigrants allemands à Philadelphie et lisait le latin suffisamment bien pour assister à la messe. Madame Zimmerman paya 60 $ pour les services de Margaret, expliquant qu'elle avait un besoin urgent d'aide, sa servante habituelle ayant fui à Philadelphie pour travailler dans une usine de munitions. Le schéma se répéta tout au long de l'été 1862. Toutes les 2 ou 3 semaines, le père Brennan arrivait au Sacré-Cœur avec un nouvel employeur potentiel, toujours protestant, toujours riche, toujours dans un besoin désespéré d'aide immédiate. Les sommes versées augmentaient à mesure que la saison des récoltes approchait et que la main-d'œuvre se faisait plus rare. Patrick Murphy, 13 ans, fut placé chez une famille de marchands à Lancaster pour 50 $. Bridget O'Brien, 15 ans, fut envoyée chez une famille de banquiers à Columbia pour 75 $. Sean McMahon, 12 ans, malgré son jeune âge, fut emmené par un propriétaire de moulin qui prétendait avoir besoin d'un garçon pour s'occuper de ses chevaux. En septembre 1862, 8 enfants avaient été placés dans des familles protestantes, et la situation financière du Sacré-Cœur s'était spectaculairement améliorée. L'orphelinat put rembourser ses dettes, acheter de nouveaux vêtements d'hiver pour les enfants restants, et même ajouter une petite extension au bâtiment afin d'accueillir davantage d'orphelins venus de Philadelphie. La mère Mali loua le succès du père Brennan pour avoir trouvé de bons foyers aux enfants plus âgés, et les Sœurs de la Miséricorde commencèrent à relâcher leurs inquiétudes quant à l'avenir de l'institution. Mais Sœur Agnès continuait de se sentir mal à l'aise face à ces arrangements. Elle avait remarqué qu'aucun des enfants placés n'avait écrit de lettre à l'orphelinat, ce qui était inhabituel. Les enfants placés les années précédentes avaient toujours maintenu le contact avec leurs amis et les religieuses qui s'étaient occupées d'eux. Plus troublant encore, lorsqu'elle tenta de rendre visite à Timothy à la ferme Hoffman, elle fut refoulée au portail et informée que le garçon était trop occupé par les travaux de récolte pour recevoir des visiteurs. Le point de rupture survint par un matin froid d'octobre, lorsque sœur Agnès croisa Madame Hoffman au marché de Lancaster. La femme achetait des provisions pour son foyer, et sœur Agnès l'aborda pour s'enquérir du bien-être de Timothy. Madame Hoffman parut confuse et affirma ne pas comprendre de quoi la religieuse parlait. Elle insista sur le fait que son mari n'avait jamais employé d'orphelins du Sacré-Cœur et que tous les ouvriers de leur ferme étaient des hommes locaux, exemptés de service militaire, en raison de l'importance de leur travail agricole. Lorsque sœur Agnès insista, Madame Hoffman s'énerva et suggéra que la religieuse se trompait de ferme. Mais sœur Agnès était certaine d'avoir vu Timothy partir dans la charrette d'Ezra Hoffman, et elle avait la parole du père Brennan affirmant que le garçon travaillait bien à la ferme Hoffman. La contradiction n'avait aucun sens, à moins que quelqu'un ne mente. Ce soir-là, sœur Agnès confronta le père Brennan dans son petit bureau derrière la chapelle. Elle exigea de connaître la vérité sur Timothy et les autres enfants, et réclama de voir les accords écrits documentant leur placement. Le père Brennan se montra d'abord condescendant, suggérant que sœur Agnès était confuse et avait mal interprété les propos de Madame Hoffman. Mais lorsque la religieuse menaça d'écrire directement à l'évêque de Philadelphie, son attitude changea complètement. Son sourire affable disparut, remplacé par un regard froid qui semblait la transpercer. « Sœur Agnès, dit-il calmement, vous devez comprendre que nous vivons une époque compliquée. La guerre a créé des opportunités que les bons catholiques doivent être prêts à saisir pour le bien supérieur de notre foi et de notre institution. Ces enfants sont en sécurité et bien traités, et leur sacrifice garantit que le Sacré-Cœur puisse continuer à servir les desseins de Dieu. Quel sacrifice ?» exigea sœur Agnès. « Qu'avez-vous fait de ces enfants ?» Le père Brennan se pencha en arrière sur sa chaise et joignit les doigts, pesant soigneusement ses mots. « Je leur ai trouvé des foyers où ils peuvent contribuer à l'effort de guerre tout en apprenant des compétences utiles auprès de familles protestantes qui apprécient leur travail. En retour, ces familles ont fait des dons généreux au Sacré-Cœur, assurant ainsi notre avenir. C'est un arrangement qui profite à tous. Mais Madame Hoffman a dit ce qu'elle devait dire pour protéger la vie privée de sa famille, l'interrompit le père Brennan. Les familles qui ont accueilli nos enfants tiennent à leur discrétion, et nous devons la respecter. Certaines ententes doivent rester confidentielles, surtout en temps de guerre. Un frisson parcourut sœur Agnès, sans rapport avec le froid d'octobre. « Mon père, êtes-vous en train de me dire que vous avez vendu ces enfants ?» Le mot resta suspendu entre eux comme une malédiction. Les yeux du père Brennan se rétrécirent,
et lorsqu'il parla de nouveau, sa voix portait une menace indéniable. « Je vous dis, ma sœur, que vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à servir Dieu fidèlement au Sacré-Cœur, vous concentrer sur vos devoirs et faire confiance à la sagesse de vos supérieurs. Ou vous pouvez poursuivre des questions qui n'apporteront que des ennuis à cette institution et à tous ceux qui en dépendent. L'évêque m'a envoyé ici pour résoudre les problèmes du Sacré-Cœur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je vous conseille de vous souvenir où se trouvent vos loyautés. » L'hiver 1862-1863 passa dans une atmosphère de silence lourd au sein de l'orphelinat du Sacré-Cœur. Sœur Agnès continua ses fonctions de trésorière, mais la joie avait disparu de son travail. Elle se mit à examiner les livres comptables avec un regard nouveau, remarquant des schémas qui lui avaient auparavant échappé. Les dons apparus si providentiellement pendant l'été provenaient tous de la même source, une vague entrée intitulée « Service de placement », correspondant exactement aux dates où des enfants avaient quitté l'orphelinat. Elle comprit alors que ce qu'elle avait observé n'était pas un placement charitable, mais quelque chose de bien plus sinistre. Les enfants n'avaient pas été adoptés, ni même placés sous contrat d'apprentissage traditionnel. Ils avaient été vendus à des familles protestantes ayant besoin de travailleurs, mais refusant de payer des salaires complets à des adultes. Les transactions étaient déguisées en œuvres de charité, mais les sommes importantes versées ne laissaient aucun doute. Le Sacré-Cœur exploitait ce qui équivalait à un réseau de traite humaine sous couvert de bienfaisance religieuse. Cette prise de conscience tourmenta sœur Agnès durant les longues nuits d'hiver. Elle avait prononcé des vœux d'obéissance envers ses supérieurs religieux, mais aussi des vœux de protection envers les enfants innocents dont elle avait la charge. Les 8 enfants disparus l'été précédent étaient sous sa responsabilité, et elle les avait tragiquement trahis. Leur confiance avait été brisée, non par des étrangers ou des ennemis, mais par l'institution même qui leur avait promis sécurité et protection. La mère Mali semblait sincèrement ignorante de la véritable nature des arrangements du père Brennan. Elle parlait avec fierté de l'amélioration financière de l'orphelinat et louait le succès du prêtre à trouver de bons foyers pour les enfants plus âgés. Lorsque sœur Agnès tenta d'évoquer l'absence de correspondance des enfants placés, la mère Mali balaya ses inquiétudes, expliquant que les familles protestantes décourageaient souvent leurs employés de maintenir des liens avec des institutions catholiques. « Ces enfants commencent une nouvelle vie », déclara-t-elle fermement. « Nous devons croire que Dieu les a guidés là où ils doivent être, et nous concentrer sur ceux qui sont encore avec nous. » Mais le père Brennan préparait déjà l'expansion de son entreprise. À l'approche du printemps, il commença à mener ce qu'il appelait des « évaluations » des enfants de l'orphelinat, examinant leurs conditions physiques, leurs compétences de travail et leur tempérament. Il portait une attention particulière aux enfants récemment arrivés de Philadelphie, des nouveaux venus ayant peu d'amis à l'orphelinat et dont la disparition provoquerait moins de remous parmi les autres enfants. Le prêtre avait également commencé à tisser des relations avec un réseau élargi de familles protestantes dans tout le comté de Lancaster et les comtés voisins. Le succès des premiers placements avait créé une demande croissante, et la saison des semailles promettait des prix encore plus élevés pour des enfants en bonne santé et faciles à former. Le père Brennan parlait d'étendre ses activités à des enfants provenant d'autres institutions catholiques de Pennsylvanie, créant ce qu'il appelait un service régional de placement, qui bénéficierait à plusieurs orphelinats, tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre des communautés agricoles protestantes. Sœur Agnès comprit alors qu'elle assistait à la naissance d'un commerce systématique d'êtres humains, un système exploitant à la fois le désespoir des institutions catholiques et les préjugés des employeurs protestants. Les orphelinats catholiques avaient besoin d'argent pour survivre, et les familles protestantes avaient besoin de travailleurs pouvant être obtenus à moindre coût que des ouvriers adultes. Le père Brennan avait trouvé un moyen de tirer profit de ces deux besoins tout en conservant une façade de respectabilité religieuse. L'impact psychologique sur les enfants restés à l'orphelinat était subtil, mais indéniable. Ils avaient remarqué que les enfants plus âgés partis en placement ne revenaient jamais et n'écrivaient aucune lettre, contrairement à ceux placés les années précédentes. Des conversations chuchotées dans les dortoirs révélaient une anxiété croissante quant à leur propre avenir. Les enfants commencèrent à voir l'entrée dans l'adolescence non plus comme une étape vers l'indépendance, mais comme un signe qu'ils pourraient être les prochains à disparaître. Mary Catherine Donovan, âgée de 10 ans, qui avait été particulièrement proche de Margaret Connelly,
commença à faire des cauchemars dans lesquels des inconnus venaient l'enlever. Elle se réveillait en hurlant au milieu de la nuit, pleurant Margaret et suppliant les sœurs de ne pas laisser les hommes protestants l'emporter. Lorsque sœur Agnès tentait de la réconforter, Mary Catherine s'agrippait désespérément à elle et murmurait « Ils ne reviennent pas, n'est-ce pas? Margaret et Timothy et les autres, ils ne reviendront jamais. » Cette question hantait sœur Agnès, car elle soupçonnait de plus en plus que Mary Catherine avait raison. Les enfants emmenés n'étaient pas formés à l'indépendance ni préparés à une vie meilleure. Ils étaient absorbés par un système qui valorisait leur travail bien plus que leur humanité. Et une fois entrés dans ce système, ils cessaient pratiquement d'exister en tant qu'individus dotés de droits et d'un avenir. Lorsque la neige fondit et que les premiers signes du printemps apparurent dans les jardins de l'orphelinat, sœur Agnès prit une décision qui allait finalement révéler toute l'horreur de l'entreprise du père Brennan. Elle commença à tenir un registre secret de chaque enfant placé, notant leur nom, âge, description physique et les familles censées les avoir accueillis. Elle interrogea également discrètement les nouveaux arrivants de Philadelphie sur d'éventuels frères, sœurs ou amis se trouvant dans d'autres institutions catholiques de la région. Ce qu'elle découvrit confirma ses pires craintes et révéla que les enfants disparus du Sacré-Cœur faisaient partie d'un réseau d'exploitation bien plus vaste, s'étendant à travers toute la Pennsylvanie, et peut-être au-delà. En mars 1863, alors que la guerre de sécession entrait dans sa phase la plus sanglante, le père Brennan reçut une visite inattendue qui allait finalement faire s'effondrer son réseau soigneusement construit. L'évêque Francis Kendrick de Philadelphie arriva sans prévenir au Sacré-Cœur, officiellement pour effectuer une inspection de routine des institutions rurales du diocèse. Mais sœur Agnès comprit rapidement que la visite de l'évêque n'avait rien d'ordinaire. L'évêque Kendrick était un homme austère et intellectuel, qui avait gravi les échelons de la hiérarchie ecclésiastique en alliant érudition théologique et rigueur administrative. Il recevait depuis quelque temps des rapports inquiétants provenant d'autres institutions catholiques de Pennsylvanie, des signalements d'enfants disparaissant d'orphelinats et d'écoles sans documentation appropriée, ainsi que des afflux financiers suspects coïncidant avec ces disparitions. Le schéma était devenu trop évident pour être ignoré et l'évêque était venu au Sacré-Cœur pour enquêter personnellement. Le père Brennan accueillit l'évêque avec une courtoisie excessive, lui faisant visiter les installations améliorées de l'orphelinat et louant le dévouement des sœurs de la miséricorde au bien-être des enfants. Il présenta les registres financiers avec fierté, expliquant comment son programme innovant de placement avait transformé le Sacré-Cœur d'une institution en difficulté en un modèle d'efficacité et de durabilité. L'évêque écouta sans commentaire, ses yeux pâles enregistrant chaque détail du fonctionnement de l'orphelinat. Mais lorsque l'évêque Kendrick demanda à voir la documentation concernant les enfants placés dans des familles locales, l'assurance du père Brennan commença à se fissurer. Il expliqua que les dossiers étaient conservés dans un lieu sécurisé à Lancaster et qu'ils ne pouvaient pas être récupérés immédiatement. Il promit de les fournir sous quelques jours, mais l'évêque insista pour les voir avant son départ prévu le lendemain matin. Ce soir-là, tandis que le père Brennan travaillait frénétiquement dans son bureau pour fabriquer les documents requis, sœur Agnès prit une décision qui exigeait un courage immense. Elle approcha l'évêque Kendrick en privé et demanda un entretien confidentiel. L'évêque, qui avait servi suffisamment longtemps en Pennsylvanie pour reconnaître les signes de corruption institutionnelle, accepta de l'écouter. Dans la petite bibliothèque de l'orphelinat, éclairée par une seule lampe à huile, sœur Agnès révéla tout ce qu'elle avait découvert au sujet de l'opération du père Brennan. Elle présenta ses registres secrets des enfants disparus et raconta sa rencontre avec madame Hoffman au marché de Lancaster. Elle exposa ses soupçons croissants quant à la véritable nature des services de placement et ses craintes pour le sort des enfants emmenés du Sacré-Cœur. L'évêque Kendrick écouta en silence, tandis que sœur Agnès décrivait ce qui s'apparentait à un commerce d'esclaves systématique opérant sous couvert de charité catholique. Lorsqu'elle eut terminé, l'évêque resta silencieux plusieurs minutes, mesurant la portée de ce qu'il venait d'entendre. Enfin, il parla d'une voix empreinte d'une autorité absolue. « Sœur Agnès, ce que vous m'avez rapporté représente l'un des plus graves scandales de l'histoire de notre diocèse. Si vos soupçons sont fondés, le père Brennan n'a pas seulement violé ses vœux sacrés. Il a commis des crimes contre le droit de l'Église et le droit civil. » Il ajouta qu'en poursuivant cette affaire, il faudrait probablement fermer le Sacré-Cœur
et accepter des dommages considérables pour la réputation de l'Église en Pennsylvanie. Il lui demanda si elle était prête à en assumer les conséquences. Sœur Agnès soutint son regard sans hésiter. « Monseigneur, j'ai prononcé des vœux pour servir Dieu et protéger les innocents. Ces 14 enfants nous ont fait confiance pour assurer leur sécurité, et nous les avons trahis. Si le Sacré-Cœur doit fermer pour empêcher que cela n'arrive à d'autres enfants, alors telle est la volonté de Dieu. » L'évêque acquiesça lentement. « Très bien. Demain matin, je confronterai le père Brennan à vos accusations. Je veux que vous soyez présente en tant que témoin et que vous apportiez tous les documents que vous avez réunis. Nous découvrirons la vérité, quel qu'en soit le prix. » Mais le père Brennan n'était pas parvenu à sa position sans développer un instinct aigu de survie. Il avait remarqué la rencontre privée entre sœur Agnès et l'évêque Kendrick, et il interpréta correctement le refus de la religieuse de croiser son regard lors des prières du soir. Cette nuit-là, tandis que l'orphelinat dormait, le père Brennan rassembla ses documents les plus importants ainsi que tout l'argent qu'il pouvait emporter, puis disparut dans la campagne pennsylvanienne. Au matin, il avait disparu, emportant près de 300 $ de la trésorerie du Sacré-Cœur, ainsi que tous les dossiers relatifs à ses opérations de placement. Il laissa derrière lui une brève note, affirmant qu'il avait été appelé à servir comme aumônier militaire et qu'il partait immédiatement pour le front. La note ne mentionnait ni les enfants disparus, ni les familles censées les avoir accueillis. L'évêque Kendrick fut furieux de la fuite du prêtre, mais aussi soulagé d'avoir la confirmation que les accusations de sœur Agnès étaient fondées. La fuite du père Brennan équivalait à un aveu et permettait à l'évêque d'agir immédiatement pour découvrir l'ampleur réelle de la conspiration. Il envoya des enquêteurs pour localiser les enfants disparus et lança une enquête afin de déterminer quelles autres institutions pouvaient avoir participé à des opérations similaires. Ce qu'ils découvrirent, dans les semaines suivantes, révéla un réseau de corruption ayant exploité des dizaines d'enfants à travers plusieurs comtés. Le père Brennan avait travaillé avec au moins 3 autres prêtres et établi des relations avec des familles protestantes dans tout le sud-est de la Pennsylvanie. L'opération avait généré des milliers de dollars de profits illégaux tout en condamnant des enfants vulnérables à des vies de travail non rémunérées et d'isolement social. Mais l'enquête révéla quelque chose d'encore plus inquiétant. Plusieurs des enfants placés étaient introuvables. Certaines familles, les ayant achetés, avaient déménagé dans d'autres États, emmenant les enfants avec elles sans laisser d'adresse. D'autres affirmèrent que les enfants s'étaient enfuis ou étaient morts de maladie, sans pouvoir fournir la moindre preuve. La trace d'au moins 6 enfants, dont Timothy Walsh et Margaret Connelly, s'était complètement perdue. La découverte que plusieurs enfants demeuraient introuvables transforma l'enquête de l'évêque Kendrick d'une affaire interne à l'Église en une enquête criminelle impliquant finalement les autorités étatiques et fédérales. L'évêque comprit que certains enfants avaient probablement été transportés à travers les frontières des États, ce qui faisait de leur disparition un crime fédéral en vertu des lois régissant le commerce interétatique et l'enlèvement. En avril 1863, alors que l'enquête prenait de l'ampleur, sœur Agnès reçut un visiteur inattendu qui allait fournir la première percée réelle dans la localisation des enfants disparus. Jacob Staltzfuss, un jeune fermier ménonite du comté de Lancaster, arriva au Sacré-Cœur dans un état de détresse évident. Il avait entendu des rumeurs concernant l'enquête et était venu avec des informations qu'il affirmait pouvoir aider à localiser au moins certains des enfants disparus. Staltzfuss expliqua que sa famille avait été approchée par le père Brennan l'été précédent afin d'accueillir un orphelin catholique pour aider aux travaux agricoles. Les Ménonites, en tant qu'église pacifiste, avaient maintenu une stricte neutralité durant la guerre de sécession. Mais ils avaient eux aussi subi de graves pénuries de main-d'œuvre, leurs jeunes hommes quittant la Pennsylvanie pour éviter la conscription militaire. Le père de Staltzfuss avait été tenté par l'offre du père Brennan, mais avait finalement refusé, estimant que cet arrangement allait à l'encontre des principes ménonites concernant le traitement équitable des travailleurs. Cependant, Staltzfuss connaissait d'autres familles ménonites qui avaient accepté des enfants proposés par le père Brennan, et il nourrissait de plus en plus d'inquiétudes quant à la manière dont ces enfants étaient traités. La communauté ménonite était soudée et largement autonome. Mais des rumeurs commençaient à circuler au sujet de familles, faisant travailler les enfants orphelins comme des esclaves, et leur interdisant tout contact avec le monde extérieur. « Il y a une famille dans notre district », déclara Staltzfuss à sœur Agnès et à l'évêque Kendrick. Les Yoder.
Ils ont pris 2 enfants de votre prêtre l'été dernier, un garçon et une fille, des enfants irlandais aux cheveux roux. Le garçon doit avoir environ 14 ans, la fille peut-être 12. Ils travaillent du lever au coucher du soleil dans les champs des Yoder et vivent dans une remise derrière l'étable. Ma femme les a vus près du ruisseau lorsqu'elle allait chercher de l'eau, et elle dit qu'ils semblent avoir peur de leur propre ombre. L'évêque Kendrick dépêcha immédiatement 2 enquêteurs pour localiser la ferme des Yoder et vérifier les déclarations de Stalsfus. Ce qu'ils découvrirent confirma les pires craintes concernant le sort des enfants disparus. La famille Yoder avait effectivement acheté 2 enfants irlandais au père Brennan, Sean McMahon et sa jeune sœur Hélène, qui avaient été emmenés du Sacré-Cœur le même jour, bien qu'Hélène n'ait eu que 11 ans. Les enfants vivaient dans des conditions qui dépassaient à peine le seuil de l'humanité. Ils dormaient sur de la paille, dans une remise non chauffée, travaillaient 16 heures par jour sans salaire et avaient interdiction de parler à quiconque en dehors de la famille Yoder. On leur avait dit que l'orphelinat du Sacré-Cœur avait été détruit par un incendie et que toutes les sœurs étaient mortes, les laissant sans aucun recours possible. Les Yoder les avaient également menacés de les livrer aux recruteurs de l'armée de l'Union s'ils tentèrent de s'enfuir, affirmant que les enfants catholiques irlandais étaient considérés comme des sympathisants ennemis et seraient emprisonnés ou exécutés. La découverte de Sean et Hélène constitua la première preuve tangible que les enfants placés étaient maintenus dans des conditions assimilables à l'esclavage. Mais elle souleva également des questions terrifiantes sur le sort des autres enfants disparus. Si les Yoder étaient capables d'une telle brutalité, qu'était-il arrivé aux enfants vendus à des familles encore moins scrupuleuses ou soumises à moins de contrôle communautaire? L'enquête prit une urgence nouvelle lorsque l'évêque Kendrick reçut une lettre du diocèse catholique de Baltimore signalant des disparitions similaires dans des orphelinats du Maryland. La lettre décrivait un réseau de prêtres et de responsables religieux vendant des enfants à des familles protestantes dans toute la région médio-atlantique, certains enfants étant transportés jusqu'en Virginie et en Caroline du Nord. Il apparut que l'opération était bien plus vaste que ce que l'on avait initialement soupçonné, et que le père Brennan n'était qu'un rouage d'une conspiration régionale. Lorsque les marshals fédéraux se joignirent à l'enquête, ils mirent au jour un réseau criminel sophistiqué opérant depuis au moins 2 ans. Les conspirateurs avaient mis en place un système permettant d'identifier les enfants les plus vulnérables, de fabriquer de faux documents et de les déplacer à travers les frontières des États vers des familles prêtes à payer des sommes élevées pour des travailleurs totalement contrôlables. Le réseau avait généré des dizaines de milliers de dollars de profit, tout en condamnant des centaines d'enfants à des vies de travail forcé. Mais la découverte la plus troublante survint lorsque les enquêteurs localisèrent une ferme du comté de Chester où 3 anciens enfants du Sacré-Cœur avaient été retrouvés morts dans des circonstances suspectes. Le fermier affirma qu'ils étaient décédés d'une fièvre durant l'hiver rigoureux de 1862-1863. Cependant, l'examen du coroner local révéla des preuves de malnutrition sévère et de violence physique. Les enfants avaient été enterrés dans des tombes anonymes derrière l'étable de la ferme, leur décès n'ayant été signalé à aucune autorité civile ou religieuse. Le fermier, un riche négociant en céréales, nommé Samuel Crawford, nia d'abord toute responsabilité. Mais confronté aux preuves du coroner et menacé d'accusations de meurtre, il finit par s'effondrer et avouer. Il reconnut avoir acheté les 3 enfants au père Brennan pour 200 $, avec l'intention de les utiliser comme ouvriers agricoles non rémunérés jusqu'à leur majorité. Mais les enfants, affaiblis par leur vie en institution, avaient eu du mal à supporter les conditions brutales du travail agricole. Crawford affirma avoir tenté de les soigner lorsqu'ils tombèrent malades. Mais il avait refusé de faire appel à un médecin par crainte que des questions ne soient posées sur leur présence dans sa ferme. Lorsqu'il comprit la gravité de leur état, il était trop tard pour les sauver. Plutôt que de signaler leur décès et d'affronter des interrogations difficiles sur la manière dont il les avait obtenus, Crawford les enterra secrètement et détruisit toute trace de leur existence. La découverte de ces 3 enfants morts provoqua une onde de choc dans l'enquête et transforma la perception publique de l'affaire. Ce qui avait d'abord été considéré comme un scandale corruptif relativement limité, apparut désormais comme une histoire de maltraitance systématique d'enfants et de meurtre. Les journaux de toute la Pennsylvanie appelèrent à l'arrestation immédiate de toutes les personnes impliquées, et la pression politique s'intensifia en faveur d'une enquête fédérale complète. Alors que l'on pensait avoir atteint le fond de l'horreur,
L'enquête prit une tournure encore plus sombre. Les marshals fédéraux localisèrent finalement le père Michael Brennan en octobre 1863 dans un camp de l'armée de l'Union près de Gettysburg, où il servait comme aumônier sous un faux nom. Le prêtre s'était laissé pousser la barbe et se faisait appeler le père Patrick Murphy, prétendument du diocèse de Boston. Mais son accent caractéristique de Pennsylvanie et sa maîtrise de la liturgie latine finirent par trahir sa véritable identité. Confronté aux preuves de ses crimes, Brennan clama d'abord son innocence, affirmant qu'il avait rendu service à la fois à l'Église catholique et aux familles protestantes en manque de travailleurs. Mais le poids des preuves était accablant. Les enquêteurs fédéraux avaient documenté au moins 47 enfants vendus par son réseau à travers la Pennsylvanie, le Maryland et la Virginie. Ils avaient retracé des flux financiers montrant que Brennan et ses complices avaient généré plus de 15 000 $ de profit, une somme énorme, supérieure à ce que la plupart des Américains gagnaient en 10 ans. Sous un interrogatoire intensif, le père Brennan finit par avouer l'ampleur complète de ses activités. Il révéla que le réseau était sa propre création, née de son observation que des familles protestantes étaient prêtes à payer des sommes considérables pour des travailleurs pouvant être totalement contrôlés. Il avait convaincu d'autres prêtres de participer en affirmant que les profits aideraient leurs institutions en difficulté à survivre aux pressions économiques de la guerre. Les enfants, expliqua Brennan avec un détachement glaçant, étaient sélectionnés en fonction de leur âge, de leurs conditions physiques et de leur isolement social. Les enfants plus âgés capables d'effectuer un travail pénible rapportèrent les sommes les plus élevées, tandis que les plus jeunes étaient vendus comme domestiques ou aides agricoles légers. Les enfants sans parents ni amis en dehors de ces institutions étaient privilégiés, car leur disparition avait moins de chances d'être remarquée ou investiguée. Ces enfants n'avaient de toute façon aucun avenir, déclara Brennan à ses interrogateurs avec une froideur sidérante. Ils auraient vécu dans la misère et seraient probablement morts, jeunes de maladies ou d'accidents industriels. Au moins ainsi, ils servaient à quelque chose et contribuaient à la survie d'institutions catholiques capables d'aider d'autres enfants. La confession du prêtre permit de localiser certains des enfants disparus, conduisant au sauvetage de 11 autres anciens orphelins du Sacré-Cœur, retrouvés au travail dans des fermes réparties sur 3 États. Mais 6 enfants, dont Timothy Walsh et Margaret Connelly, demeurèrent introuvables. Certains avaient été vendus à des familles qui avaient ensuite migré vers l'Ouest, emmenant les enfants dans des territoires où les autorités fédérales exerçaient une juridiction limitée. D'autres avaient été cédés à des familles affirmant que les enfants étaient morts ou s'étaient enfuis, sans pouvoir fournir la moindre preuve crédible à l'appui de leurs déclarations. L'enquête révéla également que plusieurs enfants avaient été vendus à des familles qui n'avaient aucune intention de les traiter comme des travailleurs ou des domestiques ordinaires. 3 enfants avaient été vendus à un riche négociant de Philadelphie qui les gardait comme serviteurs personnels dans son manoir, les forçant à travailler sans salaire tout en leur interdisant tout contact avec le monde extérieur. 2 autres avaient été vendus à un propriétaire de plantation en Virginie qui les faisait travailler aux côtés de personnes africaines réduites en esclavage, créant une situation grotesque dans laquelle des enfants catholiques irlandais étaient maintenus dans des conditions identiques à l'esclavage de plantation. Plus troublante encore fut la découverte que certains enfants avaient été vendus à des familles, pour des fins allant bien au-delà de l'exploitation du travail. Les enquêteurs fédéraux trouvèrent des preuves indiquant qu'au moins 3 enfants avaient été vendus à des acheteurs recherchant spécifiquement de jeunes serviteurs pour ce que les documents qualifiaient euphémiquement de services personnels. Les rapports des enquêteurs, placés sous scellé judiciaire et restés classifiés pendant plus d'un siècle, suggéraient que certains des enfants disparus avaient été vendus dans des réseaux de prostitution forcée. Toute l'horreur du réseau du père Brennan apparut clairement lorsque les enquêteurs réalisèrent qu'il exploitait un véritable système de catalogue pour la traite d'enfants. Il tenait des registres détaillés des enfants disponibles, incluant leur âge, leur description physique, leurs compétences de travail et leur tempérament. Les acheteurs potentiels pouvaient consulter ces dossiers et sélectionner des enfants précis correspondant à leurs besoins, les prix variant selon l'âge, la santé et les capacités de l'enfant. La mère supérieure Catherine O'Malley, confrontée aux preuves de ce qui s'était déroulé sous son autorité, subit ce que les témoins décrivirent comme un effondrement nerveux total. Elle avait sincèrement cru que le père Brennan aidait à placer les enfants dans de bons foyers,
et la révélation de son rôle involontaire dans un trafic d'enfants la détruisit mentalement et spirituellement. Elle fut démise de ses fonctions et passa le reste de sa vie à l'infirmerie d'un couvent, incapable de parler de façon cohérente de son passage au Sacré-Cœur. Sœur Agnès, malgré ses efforts pour révéler la conspiration, fut rongée par la culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt. Elle avait soupçonné dès le départ que quelque chose n'allait pas, mais son obéissance à l'autorité religieuse l'avait empêchée d'agir de manière décisive, avant qu'il ne soit trop tard pour sauver la plupart des enfants. Elle quitta le Sacré-Cœur peu après la conclusion de l'enquête et consacra le reste de sa vie à travailler auprès d'anciens esclaves affranchis dans le Sud, cherchant une forme de rédemption à travers son service envers d'autres victimes de la traite humaine. Le procès du père Brennan et de ses complices devint l'une des affaires criminelles les plus sensationnelles de l'ère de la guerre de sécession. Le procureur fédéral les inculpa, en vertu des lois récemment adoptées contre la traite interétatique des êtres humains, soutenant que leurs crimes étaient comparables au commerce des esclaves que l'Union combattait alors pour abolir. La défense tenta de présenter les accusés comme des responsables religieux égarés ayant cherché à offrir de meilleures vies aux enfants. Mais les preuves d'exploitation et de maltraitance systématique étaient trop accablantes pour être ignorées. Au cours du procès, les témoignages des enfants secourus révélèrent toute l'ampleur des traumatismes subis. Sean McMahon, le garçon retrouvé à la ferme des Yoder, raconta qu'il avait été contraint de travailler jusqu'à 18 heures par jour pendant la saison des récoltes et battu à coups de lanières de cuir dès qu'il montrait des signes d'épuisement. Helen McMahon décrivit des nuits passées dans une remise non chauffée, se réveillant parfois avec de la glace sur la couverture qui la protégeait à peine. D'autres enfants témoignèrent de l'interdiction de parler leur langue d'origine, du refus de soins médicaux lorsqu'ils tombèrent malades, et de menaces de violence s'ils tentaient de contacter leurs anciens éducateurs. Le témoignage qui eut le plus fort impact sur le jury fut celui de Bridget O'Sullivan, âgée de 12 ans, vendue à une famille du comté de Baltimore, dans le Maryland. Bridget expliqua qu'elle travaillait comme domestique du lever du jour jusqu'à minuit, dormait sur le sol de la cuisine et ne recevait que des restes pour se nourrir. Lorsqu'elle tenta de s'enfuir, elle fut capturée et enfermée dans une cave à légumes pendant 3 jours, sans nourriture ni eau. La famille avait expliqué aux voisins qu'elle était une parente éloignée, simple d'esprit, nécessitant une surveillance constante, ce qui empêchait toute remise en question de son traitement. Le père Brennan ne manifesta aucun remords durant le procès. Lorsqu'il eut l'occasion de s'adresser au tribunal avant le prononcé de la peine, il livra un long discours justifiant ses actes comme nécessaires à la survie des institutions catholiques en temps de guerre. Il affirma que les familles protestantes qui avaient acheté les enfants leur offraient des possibilités de travail utiles et d'instruction chrétienne qu'ils n'auraient jamais reçues dans des orphelinats catholiques. Il déclara que son seul regret était de ne pas avoir pu aider davantage d'enfants à mener des vies productives hors du système institutionnel. Le jury délibéra moins de 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur l'ensemble des chefs d'accusation. Le père Brennan fut condamné à 20 ans de prison fédérale, tandis que ses complices écopèrent de peines allant de 5 à 15 ans. Le juge qualifia leur crime de trahison de tout ce que la société civilisée tient pour sacré et exprima une indignation particulière face à l'exploitation de l'autorité religieuse pour commettre ce qu'il décrivit comme la forme la plus odieuse d'esclavage. L'orphelinat du Sacré-Cœur ne se remit jamais du scandale qui détruisit sa réputation et décima sa population. Le diocèse catholique de Philadelphie ferma l'institution en 1864, transférant les enfants restants vers d'autres orphelinats de l'État. Le bâtiment fut vendu à une dénomination protestante et converti en séminaire, mais cette initiative échoua également quelques années plus tard. Des habitants rapportèrent que le lieu semblait maudit, des accidents étranges, frappant quiconque tentait d'y faire fonctionner une école ou une institution religieuse. Pendant des décennies après l'éclatement du scandale, les enquêteurs continuèrent à rechercher les 6 enfants jamais retrouvés. Timothy Walsh, le garçon roux dont la disparition avait été la première, aurait été aperçu en 1867, travaillant dans une ferme de l'Ohio. Mais lorsque les autorités arrivèrent pour enquêter, la famille avait déjà déménagé, sans laisser de traces. Margaret Connelly, la jeune fille brillante parlant plusieurs langues, aurait été vue comme domestique dans une riche demeure de Virginie, mais elle disparut de nouveau avant que des secours puissent la joindre. Les 4 autres enfants manquants, Patrick Murphy, Bridget O'Brien
et 2 enfants plus jeunes dont les noms avaient été délibérément effacés des registres du père Brennan, se perdirent dans l'anonymat immense de l'Amérique d'après-guerre. Ils furent peut-être déplacés de foyer en foyer, leurs identités modifiées, leurs histoires effacées. Ils moururent peut-être d'épuisement, de maltraitance ou de négligence, leurs décès non déclarés, leurs tombes sans nom. Ou peut-être survécurent-ils jusqu'à l'âge adulte, portant à jamais le traumatisme de leur exploitation, sans jamais pouvoir retrouver les vies qui leur avaient été volées. L'impact psychologique sur les enfants secourus fut profond et durable. Beaucoup souffrirent de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de troubles de stress post-traumatique sévères, avec cauchemars, crises d'angoisse et incapacité à faire confiance aux figures d'autorité. Plusieurs des enfants sauvés s'enfuirent des nouvelles institutions où ils furent placés, préférant affronter la rue plutôt que risquer d'être à nouveau trahis par des autorités religieuses. Le scandale eut également des répercussions durables sur les relations entre catholiques et protestants en Pennsylvanie et dans l'ensemble des États-Unis. Les communautés protestantes, autrefois simplement méfiantes à l'égard des institutions catholiques, disposaient désormais de preuves concrètes pour alimenter leurs craintes de corruption papiste et d'influence étrangère. Les dirigeants catholiques, quant à eux, peinèrent à reconstruire la confiance, tant auprès de leurs fidèles que du grand public américain. L'affaire devint un point de ralliement pour le sentiment anticatholique, qui persista bien au-delà du début du XXe siècle. Les autorités fédérales utilisèrent l'affaire du Sacré-Cœur pour justifier un contrôle accru des institutions religieuses et un renforcement des lois encadrant le traitement des enfants placés en institution. De nouvelles réglementations imposèrent une documentation détaillée pour tout placement et des inspections régulières des familles accueillant des enfants issus d'orphelinats. Ces réformes permirent d'empêcher des opérations de traite à grande échelle similaires, mais elles arrivèrent trop tard pour les 14 enfants déjà disparus du Sacré-Cœur. La question du sort des enfants manquants continua de hanter les enquêteurs impliqués dans l'affaire. Le marshal fédéral James Crawford, qui avait dirigé l'enquête initiale, passa des années à suivre des rumeurs et de prétendues observations, sans jamais obtenir de preuves concluantes sur le destin d'aucun des enfants disparus. Dans son rapport final déposé en 1870, Crawford écrivit « La trace de ces innocents s'est définitivement perdue, et je crains que la vérité sur leur destin final ne soit jamais connue. Ils ont été broyés par un système qui valorisait leur travail plus que leur humanité, et ils ont payé le prix ultime de notre incapacité à les protéger. » Les registres secrets de sœur Agnès, qui avaient joué un rôle déterminant dans la révélation de la conspiration, furent conservés par le diocèse de Philadelphie, puis déposés, des années plus tard, aux archives de l'État de Pennsylvanie. Les chercheurs qui étudièrent ces documents au fil des décennies furent frappés par le soin méticuleux avec lequel elle avait consigné le nom, l'âge et les caractéristiques personnelles de chaque enfant. Ces notes révélaient une femme qui avait profondément aimé les enfants dont elle avait la charge et qui avait été tourmentée toute sa vie par son incapacité à les sauver de l'exploitation. L'entrée la plus bouleversante des registres de sœur Agnès était une annotation figurant à côté du nom de Timothy Walsh. Cheveux roux, taches de rousseur, cicatrice à la main gauche due à un accident de cuisine. Rêvait de devenir instituteur, avait peur des orages. Vu pour la dernière fois le 15 juin 1862. Que Dieu nous pardonne à tous. Des détails personnels similaires apparaissaient à côté de chaque nom, dressant le portrait d'êtres humains uniques, réduits à de simples marchandises dans le réseau de traite du père Brennan. Le bâtiment qui avait abrité l'orphelinat du Sacré-Cœur resta vide pendant près d'une décennie après l'éclatement du scandale. Des habitants rapportèrent avoir vu des lumières aux fenêtres la nuit et entendu des voix d'enfants provenant de pièces pourtant désertes. Qu'il s'agisse de manifestations surnaturelles ou simplement du fruit de conscience coupable et d'un traumatisme collectif, ces phénomènes rappelaient constamment la tragédie survenue entre ces murs. En 1874, le bâtiment fut finalement démoli par ses nouveaux propriétaires, qui affirmèrent que la structure était dangereuse pour la sécurité publique. Mais les habitants de la région connaissaient la véritable raison de cette démolition. L'édifice était devenu un monument de honte que nul ne pouvait supporter de voir. Les briques furent récupérées et utilisées pour construire un nouveau palais de justice à Lancaster, où elles servent encore aujourd'hui de fondation à l'administration de la justice. Le terrain où se dressait autrefois le Sacré-Cœur fut ultérieurement transformé en cimetière public, et un petit monument de granit y fut érigé en 1925,
pour commémorer les enfants exploités et disparus. L'inscription disait simplement « À la mémoire des enfants innocents qui ont souffert ici. Puissent-ils trouver dans la mort la paix qui leur a été refusée dans la vie ?» Même ce modeste mémorial suscita la controverse, certains habitants estimant qu'il ne ferait que raviver le souvenir d'une tragédie qu'il vaudrait mieux oublier. Le père Brennan purgea 18 ans de sa peine de 20 ans avant de mourir en prison fédérale en 1881. Son certificat de décès indiquait une pneumonie comme cause officielle, mais les archives pénitentiaires suggèrent qu'il était en déclin depuis plusieurs années, souffrant de ce que les médecins de l'époque qualifiaient de mélancolie, une affection pouvant refléter une prise de conscience tardive de l'ampleur de ses crimes. Il fut enterré dans une tombe anonyme du cimetière de la prison, son nom volontairement omis de toute inscription commémorative. Les autres prêtres impliqués dans le réseau de traite reçurent des peines variables, mais tous subirent la sanction ultime de la défroque imposée par l'Église catholique. Plusieurs tentatives furent menées pour retrouver les familles ayant acheté des enfants, mais beaucoup avaient migré vers les territoires de l'Ouest, où l'autorité fédérale était limitée. Les enfants vendus à ces familles se perdirent dans l'immensité de la frontière américaine en expansion, leur destin demeurant à jamais inconnu. Le scandale du Sacré-Cœur contribua finalement à d'importantes réformes dans le fonctionnement des institutions religieuses aux États-Unis. De nouvelles lois imposèrent des inspections gouvernementales régulières des orphelinats et autres établissements accueillant des enfants, ainsi qu'une documentation stricte pour tout placement. Ces réformes permirent d'empêcher des opérations de traite à grande échelle similaires, mais elles eurent, pour conséquence, une surveillance accrue et une méfiance renforcée envers des œuvres religieuses qui avaient auparavant fonctionné en totale autonomie. Peut-être l'héritage le plus durable de la tragédie du Sacré-Cœur fut-il la prise de conscience que l'autorité institutionnelle, religieuse ou laïque, ne pouvait être acceptée aveuglément lorsqu'il s'agissait du bien-être des enfants vulnérables. L'affaire démontra que même les figures religieuses les plus respectées pouvaient commettre des crimes monstrueux lorsque l'ambition personnelle se combinait au pouvoir institutionnel et aux préjugés sociaux. Les 14 enfants disparus de l'orphelinat du Sacré-Cœur entre 1862 et 1865 furent victimes d'une tempête parfaite. Désespoir lié à la guerre, préjugés religieux, opportunités économiques et corruption morale. Leurs histoires individuelles se sont dissoutes dans le grand récit de l'expansion et des conflits américains. Mais leur tragédie collective demeure un rappel du prix que paient les innocents lorsque la société échoue à protéger ses membres les plus vulnérables. Cette histoire nous montre que même les institutions les plus dignes de confiance peuvent abriter les secrets les plus sombres, et que les plus innocents peuvent devenir les victimes de ceux qui exploitent leur vulnérabilité à des fins lucratives. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Ou pensez-vous que certains secrets restent encore enfouis dans les collines ondoyantes de Pennsylvanie? Laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions sur la possibilité que certains de ces enfants aient survécu et vécu sous d'autres noms, dans l'anonymat. Si vous avez apprécié cette plongée dans un chapitre sombre de l'histoire américaine et souhaitez découvrir d'autres récits sur les secrets enfouis de notre passé, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les mystères qui remettent en question tout ce que l'on croit savoir de l'histoire. La vérité est toujours plus complexe et plus terrible que nous ne l'imaginons, et d'innombrables autres histoires attendent encore d'être racontées. À très bientôt dans la prochaine vidéo, où nous dévoilerons un autre mystère que des personnes puissantes espéraient voir rester enfoui à jamais.